Voilà. Nous passons maintenant à l'agenda d'aujourd'hui. Donc, à l'agenda d'aujourd'hui, la création d'animations dans Captivate 2019. Donc, on va parler tout d'abord des transitions. Alors, c'est pas vraiment des animations, mais ça fait partie de la manière dont on peut créer des animations dans Captivate 2019. Et puis, nous allons passer aux animations. On va faire des animations simples. On va combiner des animations entre elles. Et puis, on va aller un petit peu crescendo en termes de difficultés et aussi de possibilités, puisqu'on va voir comment on peut déclencher une animation à la suite d'une interaction, c'est-à-dire on va cliquer notamment sur un bouton pour déclencher une interaction, et puis on va voir comment on peut intégrer ces animations dans des actions avancées. Voilà, ceci étant fait, je vais passer sur mon partage d'écran. Alors on va commencer très simplement avec ce petit bonhomme. Vous le reconnaissez peut-être, ce petit bonhomme, parce que c'est un petit bonhomme qu'on retrouve dans les personnages de Captivate. Donc c'est un petit bonhomme que j'ai été chercher dans le panneau des actifs, qui se trouve ici. Et donc dans le panneau des actifs, nous avons ce qu'on appelle ici des caractères, des personnages, characters en anglais. Et voilà. Le petit personnage que vous avez sous le slide fait partie ici des actifs de Captivate. Donc, je n'ai pas été chercher bien loin pour le trouver. Vous voyez que c'était là sous la main. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plusieurs personnages ici, les uns au-dessus des autres. Donc, regardez, si je déplace ici ces différentes images, eh bien, vous avez 4 personnages, en fait, qui sont superposés au même endroit sur la diapositive. Voilà, je vais replacer tout ça ici, plus ou moins correctement. Voilà, on disait que. Et on va retrouver tous ces personnages ici dans mon montage chronologique. Donc ici, au niveau du montage chronologique, de la ligne du temps, vous retrouvez alors une image de fond. Regardez, je vais la faire clignoter, cette image de fond. Donc vous voyez, c'est l'espèce voilà, d'image qui couvre toute la diapositive, là, avec les losanges qui sont sur leur pointe. Et puis, nous avons ces 4 personnages. Regardez, si je les retire de l'écran un par un, eh bien nous avons ici un personnage dans le fond, un deuxième qui vient au-dessus, encore un troisième qui vient au-dessus, et encore un quatrième qui vient au-dessus. Alors évidemment, j'ai pas envie d'afficher ces 4 personnages en même temps. Donc, sur mon montage chronologique, je vais tout simplement les placer comme ceci. Voilà. Et le petit dernier sur le bout. Et donc, en faisant ça, eh bien, chaque personnage va rester à l'écran 3 secondes, et quand le premier des 4 personnages disparaît, ben, l'autre va apparaître, etc., etc. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, pour ça, je vais escamoter ici mon montage chronologique, et je vais faire l'aperçu ici de cette diapositive. Donc, regardez ce qui se passe, si je veux bien. Alors, si je veux pas, on va quand même le faire par le montage chronologique ici. Voilà. Donc, petit souci la main. Voilà, vous voyez, j'ai un personnage, puis j'ai le deuxième personnage qui apparaît. Oui, c'est un petit peu problématique avec mon écran. Je vais vous le montrer d'une autre façon. Je vais vous le montrer dans le navigateur, comme ça vous le verrez beaucoup mieux. Voilà, c'est parce que j'ai un écran, j'ai réduit la résolution de mon écran pour pouvoir faire le partage ici dans Adobe Connect, et donc ça ne passe pas trop bien. Donc voilà, j'ai un personnage, puis le deuxième, puis le troisième, et puis le quatrième. Voilà. Et chaque personnage reste 3 secondes à l'écran. Donc ça, c'est, je dirais, le point de départ. Maintenant, je vais sélectionner ici, avec mon montage chronologique, le personnage qui se trouve dans le fond. Donc le premier qui apparaît à l'écran, qui reste les 3 premières secondes à l'écran. Et je vais me rendre ici dans le panneau des propriétés. Et au niveau de ce panneau des propriétés, eh bien, vous remarquez qu'il vient avec le panneau des durées. Donc j'ai 2 panneaux, propriétés et durées, qui sont ensemble ici à l'écran. Et ces 2 panneaux vont toujours apparaître côte à côte. Donc si je fais disparaître le panneau des propriétés, je fais disparaître également le panneau des durées. Et puis je les fais, vous le voyez, apparaître ensemble également en cliquant sur ce bouton qui s'appelle propriété, mais voilà, qui devrait peut-être s'appeler propriété durée, je ne sais pas. Ils n'avaient peut-être pas assez de place pour tout mettre ici à l'écran quand ils ont créé Captivate. Voilà, mais sachez simplement que ces 2 panneaux viennent ensemble. Alors dans le panneau des durées, eh bien, dans la partie supérieure ici, je vais tout simplement retrouver les informations que je trouve également dans mon montage chronologique. Donc je vois que le personnage qui est sélectionné pour le moment, il apparaît après 0 secondes et il est affiché pendant une durée spécifique de 3 secondes. Donc on retrouve cette information ici sous forme
forme visuelle dans le montage chronologique. Dans le fond du panneau des durées, nous allons trouver ici une option de transition. Vous voyez que pour le moment, il n'y a pas de transition sur ce personnage. Je peux mettre un fondu en entrée et en sortie, un fondu en entrée uniquement ou un fondu en sortie uniquement. Je vais mettre ici un fondu en sortie sur ce premier personnage et vous voyez que par défaut, le fondu en sortie va durer 0,5 secondes, donc une demi-seconde. Ça veut dire que mon personnage va rester à l'écran pendant 3 secondes, mais la dernière demi-seconde, ce sera le fondu en sortie. Donc il va rester 2 secondes et demie à l'écran avec une opacité de 100%, et puis il va progressivement disparaître. Je vais prendre ici le deuxième personnage, je vais lui mettre une transition en entrée et en sortie, de même ici que mon troisième personnage, une transition de fondu en entrée et en sortie. Et mon dernier personnage, eh bien, je vais lui mettre une transition ici en entrée uniquement. Et donc, on va voir ce que ça donne maintenant dans le navigateur. Voilà. Et donc, maintenant, je vais lancer mon projet. Voilà, donc j'ai le personnage qui disparaît et le suivant qui apparaît, vous voyez, avec mes éléments de fondu en entrée et en sortie, comme ceci. Donc ça améliore déjà un petit peu notre expérience ici, puisque nous avons ici ces petits fondus qui mettent une petite touche. Maintenant, rappelez-vous que ces fondus, par défaut, durent une demi-seconde. C'est la même chose pour les fondus en entrée. Les fondus en entrée et sortie, regardez, l'entrée dure une demi-seconde, la sortie une demi-seconde également. Par défaut, bien sûr, vous pouvez changer tout cela. Moi, j'ai rien changé ici pour le moment sur ma diapositive, donc je garde le défaut d'une demi-seconde. Et la petite astuce, eh bien, elle est toute simple. Regardez, je vais simplement prolonger chaque personnage d'une demi-seconde. Ça veut dire que la disparition, le fondu en sortie du premier personnage va avoir lieu en même temps que le fondu en entrée du deuxième personnage, et ainsi de suite. Et donc maintenant que j'ai réalisé cela, et vous voyez que c'est très très simple, eh bien j'ai une première petite animation qui a été créée ici sur ma diapositive. Vous voyez que c'est tout simple à réaliser. J'ai un crossfade, hein, donc les deux fondus se passent en même temps. Alors vous imaginez qu'en plus de ça, il y a une narration derrière avec l'apparition et la disparition de ce personnage qui serait synchronisé avec la narration, et nous obtenons un premier effet relativement sympathique ici, qui est très 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 facile à réaliser. C'est juste une utilisation des transitions combinée, vous le voyez, avec une petite astuce ici sur le montage chronologique où on a plusieurs éléments qui apparaissent en même temps. Et comme on est très malin, eh bien, la superposition ici de ces deux éléments, c'est précisément pendant les fondus que ça se passe, les fondus en fermeture ou en ouverture. Voilà, donc ça c'est une première petite chose que j'avais envie de vous montrer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire dans la conversation. Je peux voir les questions pendant que je suis en train de vous montrer l'écran, donc n'hésitez surtout pas à vous manifester. Donc ça, c'est un premier élément que j'avais envie de vous montrer. Deuxième élément, eh bien, ce sont tout simplement des animations toutes simples que nous allons faire ici. Alors, que retrouvons-nous ici sur cette diapositive? Eh bien, nous allons retrouver, existe-t-il la possibilité, Scarlett qui nous demande ça, de faire un flou de mouvement? Non, ici dans Captivate, nous n'avons malheureusement pas cette possibilité-là, pas encore. Ça va peut-être arriver, mais ce n'est pas encore disponible ici dans Captivate 2019. Alors, nous avons sur cette diapositive plusieurs éléments. Donc nous avons de nouveau ici une image de fond, ça c'est simplement pour le décor. Et puis nous avons 4 groupes. Alors ces 4 groupes, regardez, j'ai un groupe ici qui s'appelle Stressé, j'ai un groupe qui s'appelle Hors délai, j'ai un groupe qui s'appelle, alors celui-là il est un peu plus bas apparemment, c'est le dernier du fond, qui s'appelle Équilibre, vie professionnelle, vie privée. Et puis le petit dernier ici, c'est le groupe qui s'appelle Dépassé par les événements. Je vais remettre ça un petit peu dans l'ordre. Voilà, comme ceci. Et eh bien, vous voyez que chacun de ces groupes est composé de 2 éléments. Je vais d'ailleurs ramener ici cette icône convenablement pour qu'elle ne soit pas en dehors de mon groupe. Voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on peut mettre des effets sur ces différents éléments.
Alors, je peux mettre des effets sur le texte, je peux mettre des effets sur l'image. Ici, j'ai groupé le texte et l'image ensemble et je peux également mettre ces effets, vous allez le voir tout de suite, sur le groupe. Donc, je vais sélectionner ici mon groupe, stressé, et dans le panneau des durées, nous avons déjà parlé de la première zone ici au-dessus. Hein. Donc, ce groupe s'affiche pour une durée spécifique de 3 secondes et apparaît après 0 secondes. Nous avons déjà parlé ici à la fin de ce panneau de la zone des transitions. Eh bien, je vais vous parler maintenant de la zone du milieu. C'est celle qui contient les effets d'animation. Alors, nous avons plusieurs types d'effets dans Captivate. Hein. Vous voyez ici des effets basiques, des effets d'accentuation, des effets d'entrée, des effets de sortie, hein, qu'on appelle quitter ici, ou des trajectoires du mouvement, du motion path, comme ils disent en anglais. Et donc ici, je vais prendre un effet d'entrée, par exemple. Alors, vous avez plusieurs effets d'entrée, vous les voyez ici, avec les éléments qui se déplacent comme ceci. Alors, je vais prendre, par exemple, je vais prendre celui-là, accélération à droite. Voilà, donc je vais simplement cliquer dessus pour appliquer cet effet à ce groupe. Alors, que s'est-il passé ici quand j'ai cliqué sur cet élément? Eh bien, j'ai donc sélectionné cet effet. Et un petit peu plus bas dans le panneau, je vais avoir les propriétés de cet effet. Donc les éléments que vous avez ici, là où se trouve ma souris pour le moment, donc juste en dessous de la liste des effets, eh bien là vous allez avoir des propriétés qui vont dépendre de l'effet que vous avez choisi. Donc ce que vous voyez ici, ease, initial alpha, démarrage de l'effet, etc., ce sont des choses qui sont spécifiques à l'effet accélération de droite. Alors je ne vais pas changer beaucoup de choses ici dedans. Je vais simplement changer la durée de l'effet. Je vais mettre une durée de 0,5 secondes, donc une demi-seconde pour cet effet. Et nous allons tout de suite voir ce que ça change. Pour bien vous le montrer, je vais décaler un petit peu cet effet. Il va apparaître un petit peu après les autres. C'est pour qu'on ait le temps de bien voir ce qui se passe. Donc, une seconde après le début de la diapositive, vous allez voir cet effet entrer sur la diapositive avec un effet donc, qui sera appliqué à ce groupe. Voilà, on va aller voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je vais lancer mon projet. Je suis sur la diapositive numéro 2. Regardez, une seconde plus tard, vous avez ici cet effet hein, qui a joué. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Allez, je vous le remets. Voilà, et on a donc cet élément qui est rentré par un mouvement sur la diapositive et qui a également eu un petit fade-in. Hein. Donc il est parti d'une opacité de 0% et il est arrivé à une opacité de 100% dans un mouvement. Alors, je vais appliquer le même effet aux autres groupes. Donc ici, je vais prendre ce groupe-ci, je vais lui appliquer un effet d'entrée et je vais prendre l'effet d'accélération à droite. Je vais également faire durer cet effet une demi-seconde. Alors je peux changer la durée de l'effet ici dans le panneau des durées, ça je vous l'ai déjà montré, mais nous pouvons également nous rendre ici, regardez, au niveau de la ligne du temps, du montage chronologique, nous avons un petit triangle ici qui apparaît devant le groupe, et vous voyez que ce petit triangle, il me permet d'afficher le contenu du groupe, donc j'ai dans ce groupe une image et un petit peu de texte, mais également l'effet que je viens de mettre sur ce groupe. Et donc, quand je joue ici avec la durée de cet effet, vous voyez que je peux changer, vous voyez que ça a changé ici dans le panneau de durée également, je vais changer la durée de mon effet. Si je remets ici une seconde, par exemple, dans le panneau des durées, eh bien, regardez ce qui se passe dans le montage chronologique, ça a été étendu à une seconde également. Donc ça, c'est bien pour vous montrer, encore une fois, que le montage chronologique et le panneau des durées sont liés. Ce que vous faites ici d'un point de vue visuel dans la ligne du temps se retrouve sous forme de propriété ici dans le panneau des durées. Voilà. Je vais faire encore la même chose ici avec mes deux autres groupes. Hein. Donc je vais ici mettre un effet d'entrée, l'effet d'accélération à droite. Je vais le faire durer 0,5 secondes. Voilà. Et même chose ici sur le dernier groupe. Je vais faire un effet d'entrée, d'accélération à droite. Même chose, 0,5 secondes. Et alors, je vais maintenant arranger mes différents effets ici sur la ligne du temps. Par exemple, je vais faire apparaître un élément toutes les secondes. Donc ça, vous voyez que c'est assez facile. Je vais donner un petit peu plus de place ici à ma diapositive. Donc chaque seconde, j'ai un élément qui va apparaître. Et alors, je vais également m'arranger pour que les éléments ne disparaissent pas
de la diapositive, donc il reste en permanence. Pour ça, eh bien, je vais tout simplement étendre la durée de ces différents éléments. Donc, je vais ouvrir un groupe ici et je vais étendre la durée des membres de ce groupe ici jusqu'à la fin de la diapositive. Vous voyez que je peux le faire de manière manuelle ici directement dans le montage chronologique. Je peux également le faire dans le panneau des durées. Regardez, je vais sélectionner ici l'icône, mais dans le panneau des durées, je vais lui dire de rester affiché pendant le reste de la diapositive. Donc ici, vous voyez que ça fonctionne également, et vous voyez que dans le montage chronologique, eh bien, les éléments s'étirent jusqu'à la fin de la diapositive. Autre façon encore de faire cela, regardez, je vais faire un clic droit sur l'un de ces éléments. J'ai également ici la possibilité de l'afficher pour le reste de la diapositive, et ça me permet de vous montrer le raccourci clavier CTRL-E. Et pour tout vous avouer, moi c'est ça que j'utilise, c'est le raccourci clavier, donc c'est très simple, il suffit de sélectionner, de faire CTRL-E et vous étendez la durée de ces éléments jusqu'à la fin de la diapositive. Donc voilà, j'ai mis en place ici mon montage chronologique, j'ai mis en place mes différents effets. On va aller voir ce que ça donne au niveau du navigateur. Voilà. Donc, sous la diapositive numéro 2, vous voyez que chaque élément apparaît un par un, donc, dans cette petite animation. Et chacune de ces animations va durer ici, une demi-seconde. Alors, pouvons-nous copier-coller les valeurs d'animation et les coller directement sur chaque groupe sans refaire à chaque fois les mêmes manipulations? C'est une question qui est arrivée dans la conversation. Alors, pour ça, regardez, je vais me placer ici. Et j'ai pas vraiment de copier-coller pour le groupe. Hein. Vous voyez que j'ai pas d'option de copier-coller ici. Par contre, j'ai la possibilité de sauvegarder mon effet. Donc ici, vous allez pouvoir enregistrer cet effet. Alors, il va s'enregistrer sous la forme d'un fichier XML que vous pourrez alors enregistrer quelque part sur votre disque dur. Et puis, vous pourrez sélectionner d'autres éléments et venir avec la petite farde jaune ici, aller rechercher votre fichier XML pour réappliquer le même effet avec les mêmes propriétés aux autres éléments. Okay. Est-ce que le type de code généré à l'export, quel est le type de code généré à l'export? C'est évidemment de l'HTML5. Donc, Captivate, donc c'est une question qui est encore arrivée ici dans la conversation. Donc, ça ne fait pas vraiment partie du topic, donc du sujet d'aujourd'hui, mais regardez, si vous allez voir dans Publier, vous allez prendre Publier sur votre ordinateur et regardez, vous pouvez exporter en Flash ou en HTML5. Donc, SWF, c'est Flash. Alors, pourquoi on a encore Flash qui est ici listé? Tout simplement parce que à l'époque où Captivate 2019 est sorti, Flash existait encore. Il se fait que fin de l'année 2020, Flash a été abandonné par Adobe. Et donc aujourd'hui, on n'a plus que l'HTML5 à disposition. Vous voyez que c'est l'option qui est activée par défaut. Et je peux déjà vous dire que dans le prochain Captivate sur lequel on est en train de travailler, il n'y aura pas d'export en Flash. Hein, on n'aura plus que l'export en HTML5. Sur quel moteur d'animation se base Captivate? Animate CC, Edge, Flash? Eh bien, aucun de ces trois moteurs d'animation. Captivate a son propre moteur d'animation. Et donc c'est sur ça qu'on se base ici. Mais il y a des allers-retours possibles entre Captivate et Animate CC. Mais on ne va pas les explorer dans ce webinaire-ci, mais ça existe. On peut importer des animations Animate dans Captivate. Voilà, donc ici j'ai placé quelques petites animations. Alors on appelle ça des animations basées sur le montage chronologique, c'est-à-dire en anglais on va dire des timeline-based animations. Vous voyez que ces animations vont jouer en fonction de la progression ici de la tête de lecture sur le montage chronologique. Alors je vous ai montré comment on pouvait appliquer un effet sur un élément. Maintenant, je vais vous montrer qu'on peut appliquer plusieurs effets sur le même élément. Regardez, je vais prendre ici, par exemple, cette image. Alors, cette image, je vais lui appliquer un effet d'entrée. Alors, je ne sais pas lequel je vais prendre. Par exemple, je vais prendre celui-ci, étirement depuis la droite ou depuis la gauche, hein, de la gauche vers la droite. Voilà, donc mon objet va rentrer avec cet effet d'étirement
de la gauche vers la droite. De nouveau, regardez, j'ai ici une série de propriétés pour cet effet. Ce n'est pas forcément les mêmes propriétés que tout à l'heure, puisque je vous rappelle que le contenu ici de cette zone dans le panneau des durées va dépendre de l'effet que vous avez sélectionné. Hein. Donc voilà. Donc ici, j'ai un premier effet. Je vais d'ailleurs pouvoir visualiser cet effet en cliquant ici sur le petit triangle. Et j'ai envie que cet effet dure, par exemple, mettons, 1 seconde. Alors, si j'ai envie de mettre un deuxième effet sur cet objet, eh bien, je vais tout simplement ici, dans mon panneau des durées, je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter un effet en plus, un effet supplémentaire sur cet élément. Donc, je clique ici sur le petit plus. Et je peux alors choisir un deuxième effet que je vais mettre sur mon élément. Je vais prendre par exemple eh bien, un effet de trajectoire du mouvement, voilà, et je vais faire bouger mon élément de gauche à droite. Donc ici, je vais déplacer cet élément depuis le triangle vert jusqu'au carré rouge qui se trouve ici. Et je vais garder ici la durée de ce déplacement, qui est d'1 seconde, de 2 secondes par défaut, mais je vais regarder simplement déplacer ici mon effet pour qu'il ait lieu un petit peu plus tard, donc après le premier effet. Regardez, je vais même faire ceci. Donc j'ai un premier effet qui va être appliqué à mon élément, puis j'aurai une seconde où l'élément ne bougera pas, il sera simplement présent à l'écran, et puis pendant 2 secondes, cet élément va se déplacer du point vert vers le point rouge, comme ceci. Alors, je peux encore mettre d'autres éléments si je le veux. Hein. Donc ici, je vais de nouveau cliquer sur le petit plus pour ajouter un élément supplémentaire. Par exemple, ici, je vais prendre un effet d'accentuation et je vais faire une rotation horaire. Voilà, donc je vais cliquer sur cette petite animation. Vous voyez qu'elle n'a pas d'effet à part le démarrage et la durée. Et je vais faire en sorte ici que les deux effets, donc l'effet de mouvement de gauche à droite et la rotation horaire, aient lieu en même temps. Donc ici, j'ai envie de vous montrer 2 choses. La première chose, c'est qu'on peut appliquer plusieurs effets au même élément. Et la deuxième chose, c'est que plusieurs de ces effets peuvent même jouer en même temps. Hein, donc allons voir ce que ça donne. Je suis sur la diapositive numéro 3. Je vais peut-être un petit peu déplacer cet objet ici pour qu'on ait le temps de bien tout voir. Voilà, donc il apparaîtra sur la diapositive 1 seconde après le début de la diapositive. Voilà, donc diapositive 1, diapositive 2, diapositive 3, voilà, premier effet, et puis deuxième effet. Vous voyez que j'applique à mon effet une rotation horaire avec ce mouvement. C'est pas vraiment à ça que je m'attendais, mais à mon avis, je me suis trompé d'effet ici. Mais c'est pas grave. Alors, que puis-je encore faire ici avec mes effets? Regardez, j'ai ici mon déplacement. Donc, l'objet va se déplacer depuis ce triangle vert vers le carré rouge. Je peux bien évidemment modifier ce trajet. Hein, donc je peux changer ici le trajet. Et alors, petite astuce, si vous voulez simplement modifier le trajet mais sans aller vers le haut ou vers le bas, vous pouvez combiner ici ce mouvement en appuyant sur la touche majuscule du clavier. En appuyant sur la touche majuscule du clavier, regardez, vous déplacez votre motion path ici, votre chemin vectoriel dans une seule direction. Donc uniquement de gauche à droite, mais pas de haut en bas. Et grâce à cette touche Shift, regardez, vous pouvez en fait faire bouger cet élément de 45 degrés en 45 degrés, ce qui vous permet d'avoir une certaine précision au niveau de votre déplacement. Alors on a une question qui est arrivée. Existe-t-il une durée idéale pour les diapositives et les animations? Non, il n'y a pas de durée idéale. En fait, ça va dépendre du contenu de chaque diapositive. Donc, il y a des diapositives avec très peu d'éléments dessus. Ben, elles dureront, en règle générale, moins longtemps. Il y aura d'autres diapositives avec beaucoup d'éléments. Souvent, d'ailleurs, quand on met du son, quand on met de la narration dans l'e-learning, c'est souvent la narration qui va donner le rythme au projet. Et donc, il y aura la durée des diapositives va à ce moment-là surtout dépendre de la durée de la narration que l'on met au niveau de la diapositive. Donc, moi, j'ai déjà eu des diapositives qui duraient 2 ou 3 minutes parce que j'avais mis une vidéo dessus. Et puis, j'ai eu des diapositives qui duraient 5 secondes parce que la seule chose qu'il y avait sur la diapositive, c'était un bouton. Il fallait juste cliquer pour passer à la diapositive suivante. Donc, il n'y a pas vraiment de durée idéale.
Simplement vous montrer ici également dans les préférences du Captivate que s'il n'y a pas de durée idéale, il y a une durée par défaut pour les diapositives. Et donc on va retrouver ça ici dans la catégorie valeur par défaut des préférences. Et vous voyez que la durée par défaut d'une diapositive est de 3 secondes. C'est la même chose également pour les objets. Les objets que vous mettez sur la diapositive, par défaut, vont durer 3 secondes. Regardez, vous pouvez ici choisir le type d'objet, par exemple une légende de texte, et éventuellement modifier ici sa durée par défaut. Et donc on peut choisir une durée par défaut pour chaque type d'objet disponible dans Captivate, mais par défaut, si vous ne changez rien, eh bien Captivate va donner à ces éléments une durée initiale de 3 secondes. Ok. Alors Nicolas nous dit, on peut dire que la durée moyenne idéale d'un module est entre 5 et 10 minutes. Oui, c'est vrai pour une vidéo. Je dirais même que pour une vidéo, ce serait plutôt entre 3 et 5 minutes. Parce que devant une vidéo, on est globalement passif. Au niveau de Captivate, comme on a des objets qui sont interactifs, on peut peut-être se permettre d'avoir des choses un petit peu plus longues. L'essentiel ici, c'est d'activer l'attention et l'interaction de la personne. Et si on parvient à rendre la personne active, à lui donner des questions de quiz, à lui donner des interactions glissées-déposées, etc., eh bien, elles seront prêtes à rester devant votre e-learning peut-être un peu plus longtemps que si elles restent simplement passives à regarder des diapositives qui défilent. Donc, je dirais que la durée ici, il ne faut pas exagérer, hein. Un truc de 2 heures, évidemment, c'est beaucoup trop long, mais voilà, 5-10 minutes, peut-être un quart d'heure, ça va dépendre également de l'interaction. J'ai vu des e-learning magnifiques qui duraient parfois une demi-heure ou 40 minutes et on n'avait vraiment pas l'impression de voir le temps passer. Et puis j'ai vu des e-learning qui duraient 8 minutes et c'était galère parce qu'on s'emmerde, il n'y a rien qui se passe et voilà. Donc ça va plutôt dépendre de votre instructional design, comment on dit ça en français? Aidez-moi les amis, de votre ingénierie pédagogique. Voilà. Alors ici, j'ai un autre exemple. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été à New York, vous reconnaissez peut-être l'image de fond, c'est Grand Central, donc la gare de New York. Et voilà, on a ici un e-learning sur la distanciation sociale. Hein. Vous savez que c'est malheureusement quelque chose qui est récurrent aujourd'hui comme thème. Et ici, je vais vous montrer un petit truc. C'est un petit truc qu'on a déjà vu le mois dernier, mais je trouve qu'il allait bien avec les animations. Regardez, je vais ici dans le menu afficher. Et je vais afficher les règles. Donc les règles, eh bien, ce sont les règles graduées que nous avons ici, à la règle horizontale et la règle verticale. Et pourquoi je vais afficher ces règles? Eh bien, tout simplement parce qu'elles vont me permettre de mettre ici des repères. Vous voyez que depuis la règle, je peux glisser un repère et je vais m'arranger pour mettre ce repère, vous le voyez, au niveau. Donc je sélectionne un personnage et vous voyez que j'ai alors les poignées de sélection. Je vais aligner mes repères avec la poignée de sélection du milieu, hein, comme ceci. Voilà. Et donc, je vais placer, je vais prendre le temps ici de bien placer tous mes repères. Vous allez voir dans quelques instants à quoi ces repères vont me servir. Voilà. Donc je reviens ici, hop, et on va faire, voilà, le dernier petit repère. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler tous ces personnages au centre de l'image. Donc, je vais désélectionner tout cela et je vais, alors pour réaliser ce déplacement, j'utilise tout simplement les flèches de mon clavier. Alors, si j'utilise les flèches de mon clavier, vous voyez que je déplace l'élément de 1 pixel à la fois, mais avec majuscule flèche, eh bien, je peux déplacer ces éléments de 10 pixels à la fois, ce qui me permet, vous le voyez, d'aller beaucoup plus rapidement, voilà, et voilà, de gagner du temps. Je m'assure surtout que je ne bouge pas les personnages vers le haut ou vers le bas. Je ne les bouge ici que sur le plan horizontal. Voilà, donc vous voyez ici que ces personnages sont beaucoup trop proches les uns des autres. On a envie d'attirer l'attention sur le fait qu'on doit garder une distance. Eh bien, je vais me servir des animations pour cela. Donc, je vais prendre ici ce premier personnage et je vais lui mettre une trajectoire du mouvement. Et donc, je vais déplacer ce personnage, non pas de gauche à droite, mais je vais le déplacer ici de droite à gauche. Et donc, vous voyez ce mouvement qui vient d'être créé. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, ça part ici
du petit triangle vert vers le carré rouge. Simplement, mon carré rouge, eh bien, je vais le placer là où se trouve mon guide. C'est-à-dire que je vais très facilement, comme ça, ramener ce personnage là où il était au départ. Je vais sélectionner ici mon deuxième personnage. Je vais également lui mettre un déplacement. Donc, c'est voilà, une trajectoire du mouvement. Je vais aller ici de gauche à droite également. Voilà, et je vais déplacer le point d'arrivée de ce personnage sur son guide à elle. Alors, le monsieur qui est ici, lui, je vais également le déplacer, voilà, avec une trajectoire du mouvement. Je vais le déplacer de gauche à droite également. Et ce personnage-ci, eh bien, alors où est-ce qu'il arrive, lui? Il arrive là-bas, donc je vais prendre son petit carré rouge. Voilà, et le déplacer sur son repère. Voilà, je ne vais pas aller au bout ici parce que pour une question de temps, tout simplement. Hein. Donc j'ai fait ici la démarche pour les 3 premiers personnages. Je devrais bien sûr faire la démarche pour les 2 autres, mais cette fois-ci, allez, je vais le faire quand même pour au moins l'une d'entre elles. Mais cette fois-ci, je vais déplacer le personnage de gauche à droite, voilà. Et bon, allez, ce que je l'ai fait pour lui, je vais le faire pour le monsieur aussi. Comme ça, nous aurons été au bout de la démarche. Et grâce à mes repères, voilà, je peux très facilement arrêter l'animation là où le personnage doit s'arrêter. Et donc maintenant, juste vérifier dans mon montage chronologique que tout le monde apparaît bien au même moment. Voilà. Ce que je vais éventuellement pouvoir faire également, c'est déplacer ici déplacer mon effet pour qu'il commence 1 seconde après le début de la diapositive, par exemple. Voilà, je vais déplacer cet effet pour chaque élément. Voilà. Je peux également faire ça dans le panneau des durées. Regardez, si je prends ici les propriétés de mon effet, je peux débarrer mon effet ici après 1 seconde et vous voyez que ça déplace également cet effet dans le montage chronologique. Voilà, mais moi je préfère en général faire ça avec le panneau du montage chronologique. Alors qu'est-ce que ça donne? Si je ne me suis pas trompé, on devrait avoir un beau petit effet ici. Voilà, avec quelques motion paths, quelques trajectoires du mouvement, c'est comme ça qu'on les appelle en français. Voilà, hop. Voilà, et regardez, j'ai ici mes personnages qui reprennent leur position et donc qui s'écartent les uns des autres, hein, tout simplement. Donc ça peut faire partie d'un e-learning ici où sur la sensibilisation aux gestes barrières du Covid-19. Alors, il existe-t-il un raccourci pour ouvrir tous les objets de tous les groupes comme dans After Effects? Non, ça n'existe pas ici. Alors, ici, on va trouver, c'est Scarlett qui nous pose cette question dans la conversation. Probablement que Scarlett connaît bien déjà After Effects et utilise les autres logiciels Adobe. Il faut savoir que Captivate n'a pas vraiment la même audience que les autres logiciels Adobe. Donc After Effects, c'est pour les professionnels de la vidéo et de l'animation. Photoshop, c'est pour les professionnels de l'image. Illustrator, c'est pour les professionnels du dessin vectoriel ou de l'illustration. Ici, nous avons un logiciel qui s'adresse aux professionnels de l'e-learning, c'est-à-dire à des gens qui sont dans l'éducation, à des gens qui donnent cours. Mais le premier métier de ces gens-là n'est pas forcément l'animation, l'interaction, le dessin. Donc on a ici une application qui doit rester accessible, je dirais, au grand public. Et donc c'est pour ça qu'il y a des outils qui paraissent peut-être un peu primitifs à des personnes qui sont habituées à travailler dans des logiciels d'animation professionnels. Mais l'audience du Captivate demande à ce que ces outils restent simples d'utilisation, accessibles au grand public, et donc c'est pour ça que Scarlett, vous avez probablement des repères qui ne sont pas tout à fait présents toujours dans Captivate. C'est voulu, c'est un choix qui a été fait ici dans Captivate pour garder Captivate accessible au plus grand nombre en fait. Alors ici, vous remarquez que sur la diapositive numéro 5, eh bien j'ai mes repères qui sont toujours là, donc les repères que je place dans Captivate, je les place pour l'ensemble de mon projet et pas uniquement pour une seule diapositive. Alors sur cette diapositive,
diapositive-ci, je n'ai plus besoin de mes repères. Donc je vais tout simplement aller dans le menu affichage et je vais décocher ici afficher les repères ou afficher les règles. Hein. Donc quand je décoche afficher les règles, vous voyez que je masque les règles horizontales et verticales, mais mes repères sont toujours là. Et donc pour masquer les repères, il faudra prendre cette option-ci, hein, afficher, masquer les repères. Et normalement, ça devrait être... Ah non, c'est masqué ici. Je me suis trompé, c'est pas la même option. Ça, c'était les Smart Guides. Voilà. En fait, l'option ici, si vous regardez bien, donc afficher les repères commentés. Les repères commentés, c'est quand je déplace des objets, regardez ici. Vous voyez, il y a des petits repères en pointillés qui arrivent. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien dans Adobe Connect, mais quand les objets sont alignés, vous avez des petits repères qui arrivent comme ça sur... ils viennent automatiquement, ces repères. Ils me permettent d'aligner correctement les objets. Eh bien, ça, ce sont les fameux repères commentés. Si vous n'avez pas envie de ces repères-là, eh bien, dans le menu affichage, il faudra décocher cette option. C'est celle que j'ai confondue avec masquer les repères. Regardez, quand je décoche ici cette option, eh bien, ces petits repères pointillés verts n'apparaissent plus. Et donc, je peux déplacer mes objets de manière beaucoup plus libre sur la diapositive, mais j'ai également beaucoup plus de problèmes à les aligner. Donc, moi, en général, ces repères automatiques, je les laisse afficher, puisque regardez, ils me permettent, voilà, de repérer des endroits clés de ma diapositive et d'aligner mes objets les uns par rapport aux autres. Voilà, alors ceci étant dit, je vais maintenant vous montrer comment je peux appliquer un effet, donc ici des animations de nouveau sur cet objet, mais cette fois-ci en réponse au clic sur un bouton. Donc les animations que j'ai mises sur cet objet dans la diapositive numéro 3, elles dépendent de la ligne du temps. C'est quand la tête de lecture se déplace sur le montage chronologique que ces effets, voilà, que ces effets jouent. Ici, je vais déclencher ces effets par un clic sur ce bouton. Donc je vais sélectionner le bouton, voilà, et quand le bouton est sélectionné dans le panneau des propriétés, je vais avoir ici l'onglet des actions. Alors l'onglet des actions, je t'ai entendu Yannick, fais attention. L'onglet des actions, eh bien, il va me permettre de choisir ce qu'il se passe quand je clique sur le bouton. Et vous voyez que par défaut, l'action, c'est aller à la diapositive suivante. Eh bien, moi, je vais changer d'action. Oui, nous l'avons tous entendu, Nicolas. Effectivement, je crois qu'il a oublié de couper son micro. Donc, je vais changer cette action. Et l'action que je vais utiliser ici, eh bien, ce sera tout simplement une action qui s'appelle appliquer un effet. Et donc, regardez, je vais choisir l'action appliquer effet. Et oui, Yannick, tu nous dois une bière la prochaine fois qu'on se voit. Hein. Voilà, en espérant que ce soit bientôt. Un café, Nicolas, t'es trop gentil. Là. Ça va pas. Oui, Nicolas, on se connaît, on a eu un cours ensemble, donc... Voilà, Nicolas se tue. Donc j'applique un effet en cliquant sur le bouton. Alors, je vais maintenant devoir choisir à quel élément je vais appliquer l'effet. Donc regardez, je vais ici sélectionner cet objet. Et regardez, cet objet, je l'ai appelé interaction. Hein, voilà, c'est le nom de l'objet que je trouve ici. Hein. Donc quand je clique sur ce bouton, je veux appliquer un effet. Je veux appliquer un effet à l'élément qui s'appelle interaction. Je n'ai pas envie de continuer à jouer le projet, donc le projet va rester en pause. Et maintenant, je vais devoir choisir quel effet je vais appliquer à cet objet quand je clique sur le bouton. Et c'est là que nous avons ici le bouton FX qui apparaît. Et donc là, je vais aller dans ma palette d'animation et je vais aller appliquer un effet avec toutes les techniques qu'on a déjà vues à cet objet. Donc je vais par exemple lui appliquer de nouveau une trajectoire. Voilà. Regardez, je vais vous montrer un truc. Alors moi je ne l'ai jamais utilisé, mais Adobe adore montrer ce truc-là. Vous pouvez dessiner vous-même les chemins que les objets vont parcourir. Donc si je prends ici le dessin libre personnalisé, regardez, je vais partir du centre de cet objet. Je vais faire plein d'acrobaties, et voilà le chemin que mon objet va suivre. Hein. Et il va suivre ce chemin quand je vais cliquer sur mon bouton. D'accord ? D'ailleurs, vous voyez ici que le déclencheur de cette animation, c'est un bouton.
vous voyez, c'est Smart Shape Set. C'est quoi Smart Shape Set? C'est tout simplement ici le nom de mon bouton. Si je sélectionne mon bouton et que je vais voir dans le panneau des propriétés, regardez, c'est ici le nom de mon bouton. Si j'appelle ce bouton, mettons BTN Animation, voilà, par exemple comme ça, eh bien, quand je sélectionne ici mon objet et que je vais voir dans le panneau des durées, eh bien, regardez, j'ai ici le bouton animation, quand je clique dessus, qui va déclencher une série d'animations. Je peux même en mettre plusieurs, hein. Donc, si je clique sur le petit plus ici, en gardant toujours le même déclencheur, eh bien, je vais déclencher plusieurs animations en cliquant sur un seul et même bouton. Mettons que je vais prendre ici accentuation. Je vais essayer de trouver l'effet que je voulais mettre tout à l'heure. Non, mais je crois que c'était celui-là. Bon, écoutez, on va le remettre, on verra bien ce que ça donne. Et donc ici, je suis sur la diapositive numéro 5. Donc je vais lancer la lecture de mon projet. Voilà. On y va, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà mon élément. Vous voyez que le bouton a arrêté la lecture du projet, donc ma tête de lecture ne fonctionne plus, elle a été arrêtée. Quand je clique sur le bouton, eh bien c'est à ce moment-là que mon animation a lieu. Donc mon animation, elle ne dépend plus de la position de la tête de lecture sur le montage chronologique, elle est ici déclenchée par un clic ici sur ce bouton. Et donc ça vous permet d'inclure ces animations dans vos interactions et donc de mettre peut-être un petit peu plus de peps à vos interactions. Ça peut même servir ça peut même avoir une valeur pédagogique, hein, ces animations. Alors, si nous pouvons utiliser des animations comme ça au clic d'un bouton, c'est-à-dire si on peut finalement lier une animation à une interaction, eh bien, on peut également réaliser cela avec des actions avancées, hein. Donc, par exemple, ici, vous avez, alors c'est un exemple qui est un petit peu plus compliqué, celui-ci. Donc, j'ai ici une image que j'utilise en tant que bouton. Regardez, j'ai ici coché cette petite case dans le panneau des propriétés. Donc, quand je clique sur cette image, eh bien, j'ai une action qui peut se dérouler. Et vous voyez que pour le moment, cette action, c'est aller à la diapositive suivante. Alors, ce bouton, il a un nom. Il s'appelle Hospital BTN 2. Nous avons ici Hospital BTN 1. Et là-bas, on a Hospital BTN 3. Alors, j'ai également d'autres éléments sur cette diapositive. J'ai des légendes, donc ici j'ai Hospital Content 1, Hospital Content 2, vous avez ça ici dans le panneau des propriétés, et Hospital Content 3. Et vous constatez que cet élément ici, eh bien il est barré. Donc, si vous voulez réaliser cela, vous sélectionnez l'élément, vous cliquez sur le petit œil qu'il y a au-dessus, et ça signifie tout simplement que cet élément n'est pas visible à l'apprenant. Donc, je vais cacher ces éléments. Ils ne seront pas affichés sur la diapositive par défaut. J'ai également ces petites croix que j'ai appelées Hospital Close 1. J'ai appelé ça Hospital Close 2. Je vais également masquer ces éléments et Hospital Close 3. Donc voilà, j'ai masqué une série d'éléments ici sur la diapositive. Nous allons voir ce que ça donne dans l'aperçu et vous allez constater donc le point de départ de cette animation, de cette interaction ici. Voilà. Je vais rendre à César ce qui est à César, puisque cette dernière diapositive, elle m'a été inspirée d'un projet qui est disponible gratuitement sur le site d'Adobe et qui a été créé par mon ami Pooja, qui travaille pour Adobe et qu'on salue, hein. Donc vous avez ici donc ces 4 boutons, hein, on peut cliquer dessus et vous voyez que les autres éléments ne sont pas affichés à l'écran par défaut. Okay. Donc maintenant, je vais choisir ce qui va se passer quand je vais cliquer sur ce bouton. Ok, donc rappelez-vous, ce bouton, il s'appelle Hospital BTN 1. Le contenu qui lui est associé, c'est Hospital Content 1. Et la petite croix qui est associée à ceci, c'est Hospital Close 1. D'accord? Donc, je vais dans le menu projet et je vais voir ce qu'il en est de mes actions avancées. Vous voyez que j'ai déjà ici prévu une action avancée qui s'appelle Show Hospital 1. Alors, on va voir ce que fait cette action. Eh bien, quand je clique sur ce bouton, regardez, je vais afficher Hospital Content 1. Ça veut dire que je vais afficher, en fait, mon contenu ici, c'est le seul endroit de la ville disposant d'un scanner IRM. Okay. Je vais également afficher le bouton pour fermer ce petit message. Et regardez ici ce que j'ai, appliquer un effet. Je vais appliquer l'effet étirement depuis la gauche
à mon élément Hospital Content 1. Et quand je clique ici sur ces 3 petits points, je vais retrouver les propriétés de l'effet que je retrouve d'habitude dans le panneau des durées. Donc c'est comme ça que l'on va pouvoir impliquer des effets dans les actions avancées. Je vais également appliquer une rotation horaire à Hospital BTN 1. Voilà, donc ce bouton va tourner. Donc vous avez ici l'action qui va être jouée et comment je peux maintenant faire pour que cette action se déclenche quand je clique sur le bouton. Eh bien, je sélectionne le bouton et regardez au niveau des actions, quand je clique sur cet élément, je vais exécuter une action avancée. L'action que je vais exécuter, c'est Show Hospital 1. D'accord? J'ai également l'action Close Hospital 1 et celle-là, je vous le donne en 1000. Je l'exécuterai quand je vais cliquer sur la petite croix qui est également considérée comme un bouton. Démonstration. Donc je reviens dans mon navigateur. Voilà. Donc je suis sur la dernière diapositive. Voilà, je vais cliquer ici sur mon bouton et regardez ce qui se passe. Hop, l'élément apparaît dans une animation et quand je clique ici sur la petite croix, mon élément disparaît dans l'animation inverse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un effet qui est tout à fait sympathique et qui a ici tout à fait sa place dans un élément interactif tel qu'on peut en créer avec Captivate. Alors pour ce qui est des autres boutons, eh ben, les actions seront globalement les mêmes. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais ici dans le menu projet, je vais regarder au niveau de mes actions avancées. Je vais reprendre mon action Show Hospital 1, voilà. Donc c'est l'action que j'ai appliquée sur le premier bouton qui se trouve ici au-dessus. Et je vais regarder, je vais la dupliquer cette action. Pour la dupliquer, je vais cliquer sur le bouton qui se trouve ici, la petite icône qui se trouve ici tout à fait à droite. Et donc Captivate va me fabriquer alors un duplicate of Show Hospital 1. Je vais évidemment pas garder ce nom-là. Je vais appeler cette nouvelle action Show Hospital 2. Et je vais lui dire d'afficher Hospital Content numéro 2. Voilà. D'afficher le bouton Close numéro 2. Voilà. D'appliquer l'effet étirement vers la gauche à Hospital Content numéro 2. Voilà, Hospital Content numéro 2. Et je ne change pas l'effet, je change juste l'objet sur lequel j'applique. Et je vais appliquer ma rotation horaire à Hospital BTN numéro 2, comme ceci. Je vais mettre à jour cette action. Voilà. Et je vais faire la même chose avec Close Hospital 1. Je vais dupliquer cette action. Je vais l'appeler Close Hospital 2. Et je vais également mettre à jour cette action. Donc ici, c'est rotation anti-horaire. Donc ça, c'est le bouton, hein, Hospital BTN 2. Appliquer l'effet, ce sera Content 2 plutôt que Content 1. Voilà. Vous voyez ici toute l'importance également de nommer ces objets. Hein. Donc ici, je vais masquer le bouton 2. Et alors, regardez ce qui se passe ici. Je vais retarder l'action suivante d'une seconde. Pourquoi je fais ça, à votre avis? Eh bien, tout simplement parce que mon effet de réduction vers la gauche, j'ai envie qu'il dure une seconde. Et donc, je vais masquer l'objet Hospital Content 1 une fois que l'effet sera terminé. C'est-à-dire que je vais retarder, je vais attendre une seconde avant de masquer Hospital Content 1. Sinon, on n'aura pas le temps de voir l'effet jouer. Et donc, ici, c'est Hospital Content 2, bien sûr, que je vais devoir masquer. Je mets à jour cette action, et normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, eh bien, ça devrait fonctionner. Donc, je sélectionne ce bouton, je lui dis que je veux jouer une action avancée, qui est donc Show Hospital 2, et quand je clique ici sur la petite croix, eh bien, j'ai envie de jouer une action avancée qui s'appelle Close Hospital 2 cette fois-ci. Voilà, je ne pense pas que j'ai fait d'erreur. Roulement de tambour, hein, on va voir si on ne s'est pas trompé dans ces actions. Si on s'est trompé, vous me pardonnerez. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours tester vos actions. Ce sont des choses qui sont très importantes quand on travaille avec des éléments interactifs. Il faut toujours tester et retester. Donc ça marche toujours. Ça, c'est plutôt déjà une bonne nouvelle. Et voilà.
Et dans l'autre sens, ah, je me suis trompé ici sur le bouton qui a disparu également. C'est pas grave, il faudrait débugger un petit peu cela, mais vous avez effectivement l'idée ici de la manière dont on peut donc intégrer ces animations dans des actions avancées. Voilà, je suis arrivé au bout de ma démo. C'est très bien, il est 15h55, il nous reste 5 minutes.